Chers amis, bonjour. Nous voici rassemblés virtuellement pour notre deuxième rendez-vous. Donc j'espère que les cours que vous avez suivis la semaine dernière avec les enfants vous ont permis d'appréhender autrement votre rapport au temps et comment l'habiter. Je voudrais, avec ce rendez-vous-là, prendre du temps, plus dans le type formation technique, et pour réfléchir sur les enjeux de notamment la consommation énergétique. Et pour ça, j'ai trouvé dans la personne de Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur brillant, vous allez voir, il parle vite, mais les idées s'enchaînent. Il explique bien combien nous consommons de l'énergie et cette consommation a des conséquences. Donc j'ai choisi de prendre deux extraits dans deux conférences qu'il a données. Une à Sciences Po, comme ça c'est pas trop mathématique et physique, et puis une autre à l'ESSEC, mais ça va, c'est pas trop technique. Enfin, moi qui n'y connais pas grand-chose en physique et mathématiques, j'arrive à suivre. Mais il est clair que si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez beaucoup d'autres conférences de sa part, beaucoup d'interventions dans les radios un peu partout. Donc il s'appelle Jean-Marc Jancovici. Dans la première vidéo que nous allons regarder, il détaille par des exemples et des comparaisons combien l'énergie nous est nécessaire aujourd'hui. Écoutons-le. Quand on parle d'énergie, de quoi parle-t-on? Si je vous pose la question, non pas qui est capable de me définir ce que c'est que l'énergie, mais à votre avis, c'est quoi l'énergie? Alors, je ne vous pose pas la question juste à vous, je pose la question à la population française dans son ensemble. La première chose à laquelle les gens vont penser si je leur parle énergie, c'est pas du tout physique, c'est argent. Les gens vont penser à l'argent. Donc les gens, ils vont vous répondre immédiatement, l'énergie, c'est un truc qui s'achète. Donc c'est une facture. En gros, donc l'énergie, c'est une facture d'électricité, c'est une facture de gaz. Quelques audacieux me parleront de leur facture de carburant, surtout s'ils sont gilets jaunes. Mais voilà, ce qu'on va avoir immédiatement en tête, c'est l'énergie, c'est une facture. Donc si on parle d'énergie, ce qui est important, c'est de savoir si ça coûte cher ou pas cher. Et puis, il n'y a pas tellement de lien avec le reste de la manière dont la société évolue. On confie ça à 3 ingénieurs. Si l'éolien vaut moins cher que le nucléaire, on fait de l'éolien. Voilà, le problème est réglé. Alors vous allez voir que malheureusement, c'est la mauvaise réponse, ou en tout cas, c'est une mauvaise réponse. Et la raison est très simple. C'est que si vous regardez ce que vous coûte vraiment l'énergie, alors je vais vous poser la question, qui dans cette salle paye une facture d'électricité ou de gaz en direct? Qui dans cette salle, parmi ceux qui ont levé la main, est capable de me répondre instantanément quel était le montant de ma dernière facture? Voilà, donc vous en avez, je ne sais pas, à vue de nez, 15% de ceux qui ont levé la main avant. Par contre, qui dans cette salle loue un appartement? Et qui est capable de me dire quel était le montant de son dernier loyer? C'est les mêmes, d'accord? Donc ce que je viens de vous montrer, c'est que l'énergie, c'est une suffisamment petite facture pour que ça ne soit pas présent dans votre esprit comme étant quelque chose de significatif dans vos dépenses. Et de fait, c'est une petite facture. Quand vous regardez ce qu'on dépense pour les achats d'énergie, que ce soit au sein des ménages ou pour l'économie dans son ensemble, vous allez tomber, alors selon la personne qui achète, selon l'énergie, etc., sur quelque chose qui représente quelques pourcents de nos dépenses. Si je vous le dis autrement, le chiffre d'affaires des acteurs énergétiques dans le PIB mondial, c'est quelques pourcents du PIB. D'accord ? La valeur du pétrole qu'on achète tous les ans, par exemple, sur les marchés, c'est 3% du PIB mondial. Donc si je regarde ce que vaut l'énergie en termes de facture, c'est quelques pourcents de nos dépenses, et à ce moment, homo economicus rationalus va se dire, si c'est quelques pourcents de mes dépenses, je vais y passer quelques pourcents du temps, fermer le banc, le reste du temps, je m'occupe de choses sérieuses. Et c'est très exactement comme ça que résonne la quasi-totalité du monde des décideurs économiques, politiques et des hauts fonctionnaires. C'est une facture, quelques pourcents de ce qu'on dépense, on s'en occupe quelques pourcents du temps, etc. Alors malheureusement, ce raisonnement est à peu près aussi pertinent que si je vous dis votre cervelle, c'est 2% de votre poids. Et soit dit en passant, chez les hommes, la testostérone, c'est beaucoup moins que 2% du poids. Donc vous pouvez vous en occuper 2% du temps, puis le reste du temps, ce n'est pas la peine. D'accord ?
il est absolument évident que si je vous enlève la moitié de votre cervelle, vous allez avoir quelques petits problèmes dans la vie, et si chez les hommes j'enlève la totalité ou chez les femmes la totalité des estrogènes, je vais un tout petit peu modifier ce qui vous arrive alors que j'ai touché à quelque chose qui représente une infime fraction de votre masse. D'accord ? Donc, ce que représente l'énergie en part de nos dépenses, ce n'est pas le sujet, parce que vous allez vous rendre compte que la totalité de ce qui fait le monde moderne en dépend. Et ces raisonnements économiques en part de camembert masquent le lien de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. Il y a une autre ânerie qu'on cite couramment, qui est l'agriculture, c'est 2% du PIB, donc si on s'en passe, ce n'est pas très grave. Enfin, sauf que si vous arrêtez de manger, les 98% restants du PIB, vous pouvez les oublier aussi. Donc les raisonnements en part de camembert, faites très très attention, il y a une illusion extrêmement courante dans ce genre de raisonnement qui est que ça ne vous donne pas les liens de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. D'accord ? Ne basez jamais, jamais, jamais un raisonnement pour l'avenir sur des parts de camembert, sans avoir vérifié que les parts étaient indépendantes les unes des autres. Donc l'énergie, c'est quelques pourcents de ce qu'on dépense, donc c'est pas grave si c'est une dépense. Alors après, la deuxième réponse qu'on va pouvoir vous faire en ce moment, c'est il faut l'économiser. Ce qu'on va vous dire, c'est la meilleure énergie est celle qu'on n'utilise pas. Eh bien, perdu, si vous êtes dans cette salle aujourd'hui au lieu d'être en train de ramasser des patates, eh bien c'est justement parce qu'on n'a pas économisé l'énergie depuis 2 siècles. C'est ce que je vais vous raconter dans pas longtemps. La troisième chose qu'on vous raconte parfois sur l'énergie, c'est qu'il faut qu'elle soit totalement ENR. Alors je vais vous montrer dans pas longtemps que totalement ENR, c'est le monde dont on sort. Il y a 3 siècles, le monde était 100% ENR. D'accord ? Il y a 3 siècles, le monde n'utilisait que des énergies renouvelables. Que ça. Nous n'utilisions que la traction animale, la biomasse, la force du vent, les moulins, donc à vent et à eau, etc. On n'utilisait que ça. Et en fait, ça fait 3 siècles qu'on a passé notre temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Vous voyez, on avait une marine 100% renouvelable. On s'est dit non, quand même, pour faire venir les fringues de chez Zara rapidement dans les supermarchés français, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux une marine fossile, ça marche beaucoup mieux. Et puis, on avait des transports 100% renouvelables, et on s'est dit non, quand même, pour faire venir les pêches du Sud-Ouest rapidement à Paris, ça marche beaucoup mieux d'avoir des transports 100% fossiles, c'est beaucoup plus efficace. On avait une agriculture 100% renouvelable, les gens mangeaient des patates et des oignons, ils avaient mauvaise haleine, et on s'est dit non, quand même, pour manger du beefsteak à tous les repas, c'est beaucoup mieux d'avoir une agriculture 100% fossile, c'est beaucoup plus efficace. On avait des travaux publics 100% renouvelables, donc le canal de Suez et les voies romaines, on les faisait à la pelle et à la pioche, et on s'est dit non, quand même, pour faire rapidement des ronds-points, très importants les ronds-points dans ce pays, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des travaux publics fossiles, et donc on a utilisé les travaux publics fossiles. On avait une construction 100% renouvelable, 1 siècle pour faire Notre-Dame, en version 1, en version 2 ça ira plus vite quand même, alors qu'aujourd'hui il faut 1 an pour faire une tour à la Défense, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une construction 100% fossile, enfin ou essentiellement fossile. On avait une industrie 100% renouvelable, basée sur les moulins, et on s'est dit non quand même, pour faire le dernier smartphone à 20 € par mois, c'est quand même beaucoup plus efficace d'avoir une industrie 100% fossile, et nous avions même des séchoirs à luzerne 100% renouvelables, ça s'appelle le soleil, et aujourd'hui on a des séchoirs à luzerne à gaz, parce que c'est beaucoup plus efficace. Donc ça fait 2 siècles que nous passons notre temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Alors de 2 choses l'une, ou bien on est des crétins patentés, ce qui est possible, après tout, il y a un certain nombre de philosophes qui le disent, ou bien c'est qu'il y a une raison physique profonde au fait qu'on ait fait ça pendant 2 siècles, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à partir de maintenant. Il y a une raison physique profonde à ce qu'on ait fait ça, et donc ça ne va pas du tout être a piece of cake, comme disent les Anglais, de passer à 100% ENR en conservant le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui et les études longues qui vous permettent d'étudier ici. Mon pari, c'est que c'est juste pas possible, mais je vais essayer de vous le démontrer après. Donc, on a 3 mauvaises réponses. Ce n'est pas une facture, on ne l'a pas économisé jusqu'à maintenant, on va le voir, et en fait, on a passé notre temps à sortir du monde 100% renouvelable. En fait, la bonne réponse en ce qui concerne l'énergie, vous allez voir à partir de maintenant, c'est que l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. Vous savez, Superman, ou Superwoman, peu importe, il vole. Nous volons, on a des avions. Il a une force musculaire absolument monstrueuse, il peut arrêter ce qu'il veut. Eh bien, l'énergie, c'est ce qui vous permet de construire des machines qui arrêtent ce que vous voulez. Il suffit que la machine soit suffisamment grosse. Le Superman, il a la possibilité de voir très loin. Eh bien, grâce à l'énergie, on fait des engins, on fait des prothèses oculaires qui nous permettent de voir très très loin. Ça s'appelle des satellites ou des télescopes, etc. Donc, en fait, l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. C'est ça que je vais vous expliquer à partir de maintenant. Et c'est bien pour ça que la drogue est si douce et que c'est si difficile de s'en passer. Alors pour ça, je vais avoir besoin de revenir à de la physique. Alors, horreur. Qui a fait de la physique dans ces jeunes années ici avant de rentrer là ? Ah, très bien.
Donc tous les gens qui ont fait de la physique, normalement, ils sont capables de me définir ce que c'est que l'énergie. Ils n'ont pas levé la main tout à l'heure. Hein. Donc ou bien ils n'écoutaient pas. Alors je vais vous donner... en fait, les physiciens continuent à discuter sur une manière unique de résumer ce que c'est que l'énergie en une phrase, mais moi je vais vous donner la mienne. Enfin, on est à peu près tous d'accord. En fait, l'énergie, par définition en physique, c'est ce qui quantifie la transformation de l'environnement. Alors je vais vous le dire de manière encore plus sophistiquée. L'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. C'est ça l'énergie en physique. Donc dès que vous avez un système qui change d'état, qui change de température, qui change de vitesse, qui change de forme, qui change voilà, n'importe quoi, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Donc compter l'énergie, c'est compter la transformation physique du monde qui nous entoure. C'est ça, l'énergie. Donc c'est une grandeur physique, avant d'être un sujet de débat politique. Or, les grandeurs physiques ont une très mauvaise idée, c'est d'être régies par des lois qui ne dépendent pas de nous. D'accord ? Donc si vous avez envie, parce que c'est dans un programme politique, de changer la loi de conservation de l'énergie par un vote à l'Assemblée nationale, parce que vous vous dites que ça ferait bien dans un programme politique, vous pouvez toujours y aller, je parie toutes mes économies contre qui veut, que vous n'y arriverez pas. Parce que l'énergie, encore une fois, c'est une grandeur physique régie par des lois qui ne dépendent pas de nous. C'est très désagréable d'avoir des trucs qui ne dépendent pas de nous. Hein. On a justement, avec ce siècle de progrès technique et de diffusion énergétique, on pense qu'on peut régler absolument tout et s'opposer à absolument tout. Non, pas tout à fait. Alors, il y a une loi cardinale en physique qui régit l'énergie, qui s'appelle la loi de conservation. Alors, le dictionnaire est bien fait. La loi de conservation, elle dit un truc très simple. Elle dit, dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. C'est pas, je te fais 10% en plus, en moins, si je suis un bon négociateur. Non, non, c'est rigoureusement constante. Donc, appliqué aux hommes, ça veut dire que les hommes n'ont pas d'autres possibilités en ce qui concerne l'énergie que d'extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà et de l'utiliser à leur profit. Alors, utiliser de l'énergie, en fait, ça veut dire en pratique la mettre dans un convertisseur, c'est-à-dire que vous rentrez l'énergie dans un système physique qui va vous en sortir autre chose. Alors, historiquement, le seul système physique que les hommes ont utilisé, ou le premier système physique plus exactement que les hommes ont utilisé, c'est eux-mêmes. Donc, nous sommes notre premier convertisseur d'énergie. Et l'énergie qu'on met dedans, ça s'appelle manger. Miam miam, 3 fois par jour. Enfin, dans les pays dans lesquels on a de quoi. Donc, le premier convertisseur qui a été utilisé par les hommes, c'est leur propre organisme, alimenté par une énergie qui est l'alimentation. Et nous en sortons 2 choses, de la chaleur, beaucoup, parce que nous sommes des animaux à sang chaud, du mouvement, un peu, et la capacité à raconter 3 trucs intéressants ou moins intéressants devant un micro, c'est du mouvement. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait exploiter à notre profit d'autres sources d'environnement, d'autres sources d'énergie disponibles dans l'environnement, et ça a été justement les énergies renouvelables. Donc le bois, le vent, la force de l'eau, etc., qu'on a confié à d'autres convertisseurs, alors certains biologiques, par exemple la biomasse, on peut la confier à un convertisseur biologique qui s'appelle un animal de trait, et à ce moment, on démultiplie déjà une première fois notre force musculaire. Mais on peut aussi la confier à un convertisseur inerte, par exemple un moulin, un truc qui n'est pas un être vivant, et ça va aussi démultiplier notre force musculaire. Et puis, on a comme ça utilisé à peu près toutes les énergies renouvelables disponibles pour augmenter la capacité qu'on avait à transformer l'environnement. Et puis un jour, il y a des ingénieurs géniaux qui sont arrivés en disant « Mais moi j'ai beaucoup mieux que ça, monsieur, j'ai un truc qui s'appelle le moteur ». Alors, le moteur, c'est un autre convertisseur, tout à fait inerte aussi, fait de métal, et qui est capable de manger une énergie que vous n'êtes pas capable de manger, parce que vous ne mangez pas du pétrole, enfin, vous ne buvez pas du pétrole, c'est pas terrible, du reste, je ne vous le conseille pas. Mais par contre, ces convertisseurs-là sont capables d'exploiter à leur profit des énergies dont nous ne faisons rien, du pétrole, du gaz, du charbon, voire de l'uranium, et d'en sortir des quantités de transformation de l'environnement absolument considérables par rapport à ce que nos muscles sont capables de faire. Et donc, nous avons cru et multiplié. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous verrez énergie quelque part dans un article de journal, un discours, etc., vous barrez énergie et vous remplacez par machine. Dit autrement, utiliser de plus en plus d'énergie, c'est utiliser de plus en plus de machines. Alors, la quantité d'énergie que vous utilisez, vous, il y en a une petite partie que vous voyez en direct, l'immensité, vous ne la voyez pas. Personne n'est rentré tout nu dans cette salle. C'est interdit en France, du reste. Alors, ce que vous avez fait pour ne pas être tout nu, c'est que vous êtes habillé ce matin. Eh bien, en vous habillant, vous avez utilisé à votre profit des milliers de machines, vous vous en êtes même pas rendu compte. Tous ceux qui ont des fibres naturelles, du coton, du lin, etc., ont utilisé, sans s'en rendre compte,
des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des machines qui ont entreposé ça dans des silos, des camions qui ont transporté ça jusqu'à des filatures, des usines de produits chimiques qui ont fait la teinture, etc. Vous vous en êtes même pas rendu compte, mais vous avez utilisé tout ça à votre profit. Si vous êtes vêtu avec des fibres synthétiques, donc tous les polys machins chouettes, eh bien, vous avez utilisé des dérivés du pétrole. Donc vous avez utilisé, sans vous en rendre compte, une plateforme pétrolière, une raffinerie, un vapocraqueur, etc. Et tout ça, vous l'avez fait alors même si vous êtes très mal réveillé le matin, vous ne mettez quand même pas un quart d'heure à vous habiller, enfin sauf si vous êtes devant votre garde-robe à hésiter, mais donc ça va très très vite, d'accord? Donc en 1 minute, vous avez exploité des milliers de machines à votre profit. Voilà. Je pourrais vous décrire tous les actes de la vie courante que vous faites jusqu'à ce que vous soyez rentré dans cette salle. Chacun de ces actes exploite des milliers de machines, des dizaines de milliers de machines à votre profit. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et l'énergie que vous utilisez, elle est essentiellement là. Alors, pour montrer à quel point ces machines sont surpuissantes par rapport à nos carcasses, je vais faire un petit exercice. Donc, nous sommes à la rentrée, donc certains d'entre vous ont peut-être été faire un peu de montagne. Qui a été faire un peu de montagne dans cette salle pendant l'été? Voilà, donc il y en a quelques-uns qui ont transpiré. Bon. Alors, le but de la montagne, c'est de monter. Sinon, ce n'est pas de la montagne, ça s'appelle une randonnée en brousse. Donc, vous partez tôt le matin et on imagine que vous allez faire dans la journée 2000 mètres de dénivelé. Qui a fait 2000 mètres de dénivelé dans une journée cet été? Ah, il y en a moins, hein? Bravo. Eh bien, si vous faites 2000 mètres de dénivelé, alors pour ceux qui n'ont pas la possibilité de partir à la montagne, vous avez une variante, c'est que vous allez faire 6,3 fois la Tour Eiffel. Ça marche très bien aussi, à pied, hein, pas dans l'ascenseur avec les Japonais, non, à pied. Bien, vous faites également 2000 mètres de dénivelé. Eh bien, en faisant cet effort et en hissant votre carcasse donc sur 2000 mètres de dénivelé, la quantité d'énergie fournie par vos jambes, parce que les antipodistes sont rares dans ce genre d'exercice, ça va être un ridicule demi-kWh. Donc vous transpirez pendant toute la journée, on transpire un peu quand même quand on fait 2000 mètres, vous transpirez pendant toute la journée, vous êtes quand même content de la soupe que vous allez manger le soir, eh bien un demi-kWh d'énergie mécanique, c'est tout ce que vos jambes ont été capables de fournir pour un effort de cette nature. Si vous faites ça un jour sur deux, et donc, par exemple, comme pour ceux qui ont vu Soleil Green, là, Soleil vert, je ne sais pas si vous avez vu ça ou si c'est trop vieux pour vous ce film, que vous pédalez sur un vélo là, toute la journée, tous les jours que Dieu fait, etc., pour fournir de l'énergie, ben, à la fin de l'année, vos jambes auront fourni un effort de l'ordre de 100 kWh. Donc vous aurez fourni 100 kWh d'énergie. Si vous êtes dans les travaux publics et que vous pelletez de la terre, avec les bras de M. Schwarzenegger, et que vous décaissez 15 tonnes de terre dans la journée, pas mal, 15 tonnes de terre dans la journée, fait 6 mètres cubes, enfin un gros trou, un gros géranium, eh bien, vous êtes 10 fois plus ridicule que la personne qui monte sur une montagne, puisque c'est 0,05 kWh que vous aurez fourni dans la journée avec vos bras, un peu avec votre dos et avec beaucoup d'ampoules. Donc, si vous faites ça un jour sur deux, pareil, à la fin de l'année, vous aurez fourni 10 kWh d'énergie mécanique. Donc, retenez qu'un homme au travail de force, c'est capable de fournir de 10 à 100 kWh d'énergie mécanique dans l'année. Et je vous rappelle que l'énergie, c'est la capacité à transformer l'environnement. Si maintenant vous prenez un litre d'essence, dont vous savez évidemment, avec l'actualité récente, qu'il coûte le prix scandaleusement élevé de 1,50 €, monstrueusement cher, etc., eh bien, dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie thermique, vous faites passer ça dans un moteur, vous avez 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. C'est-à-dire que dans un litre d'essence qui coûte le prix scandaleusement élevé de 1,50 €, vous avez la même capacité à transformer l'environnement, dans un litre, hein, j'insiste, que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. 1 litre. Et les Français en consomment des centaines de litres par an, chacun. Si maintenant on parle argent, puisque au fond il n'y a que ça qui nous intéresse, eh bien le kilowattheure d'énergie mécanique d'un homme au travail ou d'une femme au travail va me coûter en Occident, si je le paye au SMIC, de quelques centaines à quelques milliers d'euros le kilowattheure, alors qu'en face, la machine me rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes. Donc je vous le redis encore autrement, quand on est passé de l'homme à la machine, on a été capable de diviser en l'espace d'un siècle et demi le coût unitaire d'une transformation de l'environnement par quelques centaines à quelques milliers. Le pouvoir d'achat promis par les politiques, il est là. Il n'est pas du tout dans le fait que c'est des gens plus intelligents que la moyenne, ce qui n'est pas le cas du reste. Il est dans le fait que la physique nous a permis d'exploiter des convertisseurs à notre profit qui ont démultiplié notre capacité de transformation de l'environnement par des facteurs inimaginables
dont personne n'a conscience, et dont, je vais vous montrer dans pas longtemps, l'économie ne reflète absolument pas cette réalité. Imaginons que maintenant je prenne un esclave, donc ça reste entre nous parce que c'est interdit par la loi, et que les gens qui aiment bien ça sont rares. Donc si vous prenez un esclave, en règle générale, c'est quelqu'un pour qui ce n'est pas une vocation de jeunesse, hein, si je pose la question dans cette salle, qui a envie de faire esclave après ses études, je ne suis pas sûr que j'obtiendrai beaucoup de mains levées. Donc ça veut dire que si vous prenez un esclave, vous devez prendre quelqu'un qui n'a aucune envie de faire ça, donc vous allez devoir payer pour qu'on aille le chercher contre sa volonté, payer ensuite, c'est-à-dire investir des moyens pour l'empêcher de foutre le camp, de vous trucider comme dans Django, etc. Vous allez quand même devoir le nourrir et vous allez devoir l'empêcher de mourir, parce que sinon vous perdez votre actif. Eh bien, si vous mettez bout à bout tous ces coûts, vous vous rendez compte que même un esclave va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'est pas syndiquée, qui ne se met pas en grève, qui travaille H24. Donc la raison pour laquelle l'esclavage a disparu en Occident, selon moi, c'est tout simplement, c'est pas du tout parce que notre code génétique fait de nous des gens bons, alors qu'il y a 2 siècles, nous étions malfaisants. On a exactement le même code génétique, n'en déplaise à Laurent Alexandre. Non, c'est juste parce que, pour le moment, ça n'a aucune espèce de rationalité économique de s'emmerder à asservir ses semblables, parce que c'est quand même emmerdant, alors que la machine fait ça pour beaucoup moins cher et sans heurter la moralité de quiconque. Donc c'est le pétrole qui a sauvé les esclaves. Ce n'est pas du tout notre code génétique qui a changé. Voilà quelques premiers éléments sur pourquoi on s'est mis à consommer de l'énergie de façon importante. Alors maintenant, si je regarde les machines qui utilisent de l'énergie, comment elles se comparent par rapport à nous, vous vous rappelez, pour tous ceux d'entre vous qui ont fait les études de physique mentionnées précédemment, qu'on passe de l'énergie à la puissance en faisant intervenir le temps. Et donc, si je regarde non pas l'énergie, mais la puissance comparée d'un être humain et des machines qu'on utilise, voilà ce que j'obtiens. Avec mes 10 à 100 kWh par an, ça revient à dire qu'un homme au travail, il a une puissance qui va de 10 à 100 watts. D'accord ? Qui connaît ici la puissance d'une ampoule électrique à incandescence ? Non, personne n'a acheté d'ampoule dans cette salle. Il n'y a pas une personne qui sait ce que c'est que la puissance d'une ampoule à incandescence. Combien? Oui, c'est ça. L'ordre de grandeur, c'est quelques dizaines de watts. Ça se balade entre 10 et 100 en ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'un homme au travail, il a en gros la puissance absorbée, je dis bien absorbée, d'une ampoule électrique. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça ne fait pas beaucoup. Maintenant, je prends n'importe quelle machine qu'on utilise et vous allez voir qu'on est 2, 3, 4 ordres de grandeur au-dessus. Je prends un tracteur. Eh bien, un tracteur, il a la même puissance mécanique que quelques centaines de paires de jambes. Donc, je donne un tracteur à un agriculteur et je peux évacuer des champs, quelques dizaines à quelques centaines d'agriculteurs qui s'y trouvaient aussi, et leur faire autre chose, c'est-à-dire ouvriers, puis employés de bureau et étudiants à Sciences Po. Un engin de travaux publics, ou consultant, pareil. Un engin de travaux publics, il développe la même puissance que quelques milliers de paires de bras. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on fait les ronds-points magiques en quelques mois ou en quelques semaines, ou même parfois en quelques jours, alors qu'avant, il fallait des années de travail avec les pelles et les pioches pour arriver au même résultat. Un camion développe la même puissance que 4000 fois les jambes du conducteur. Un avion, c'est pour ça que le pilote d'avion est mieux payé que le chauffeur de camion, développe la même puissance que 1 million de fois les jambes du pilote. Et soit dit en passant, un gros avion de ligne a la même puissance qu'un gros laminoir qui est opéré à l'instant où je vous parle par une personne. C'est-à-dire pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui auront visité le laminoir de Fos-sur-Mer, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait ici, installation que j'ai visitée, à un instant donné, il y a une personne dans la cabine de pilotage qui maîtrise 100 millions de watts de puissance. Je vous rappelle que la puissance d'un homme, c'est 100 watts avec ses jambes. Donc le type, avec des joysticks, il a multiplié sa puissance musculaire par 1 million. Si je supprime le laminoir de Fos-sur-Mer et que je dis je vais prendre des gens qui tapent sur des tôles avec des marteaux pour arriver au même résultat, eh bien je prends toute l'Île-de-France, vous compris, moi compris, je nous donne des marteaux et on tape sur des tôles toute la journée et c'est tout ce qu'on fait, pour remplacer un laminoir conduit à l'instant où je vous parle par une personne. Donc voilà à quoi ça sert l'énergie. Ça sert à mettre en mouvement ces monstres de métal, de plastique et de pierre qui sont capables d'avoir fait de nous Superman pour de vrai. D'avoir fait de nous Superman ou Iron Man, comme vous voulez, pour de vrai.
Alors cette énergie que nous utilisons pour la mettre dans des convertisseurs, voilà comment elle a évolué par personne depuis 1 siècle et demi. Il y a 1 siècle et demi, l'essentiel de l'énergie qu'on utilisait, c'était du bois, donc des dérivés de la biomasse. Ça servait essentiellement à produire de la chaleur, donc ça alimentait des poêles pour se chauffer, et ça a servi également à alimenter le début des machines qu'on a été capable de mettre au point à cette époque, donc des forges. Il faut savoir qu'en France, les forges occasionnaient de la déforestation et ont occasionné une déforestation croissante jusqu'en 1850, et que c'est le charbon qui a sauvé les forêts françaises, parce qu'on a arrêté d'utiliser du bois pour les forges. On utilisait également le bois pour les premières machines à vapeur de l'époque. Alors, ce que vous voyez, c'est que le bois, par personne, on en utilise de moins en moins depuis 1 siècle et demi, mais comme il y a beaucoup plus de monde, comme on le verra après, en quantité totale, ça évolue pas de la même manière. Et vous voyez que toutes les autres énergies que nous avons utilisées après le bois sont toutes en utilisation croissante ou constante, et elles s'empilent les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'y a pas macroscopiquement de substitution d'énergie dans le monde. On rajoute les énergies les unes sur les autres. Alors après le bois, on s'est mis à utiliser du charbon, et vous voyez que la quantité de charbon utilisée par personne n'a jamais décru dans le monde depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon. Il n'y a jamais eu de baisse de la quantité de charbon utilisée dans le monde. Alors une des raisons à cela, c'est que le charbon aujourd'hui, c'est la première source de production électrique dans le monde, c'est-à-dire que le premier mode de production électrique dans le monde, c'est les centrales à charbon, on verra ça dans pas longtemps, et ça utilise 2/3 du charbon qui sort d'une mine sur cette planète. Et l'électricité, c'est la forme d'énergie qui augmente le plus vite actuellement. Le pétrole est venu se rajouter au charbon. Il ne sert pas du tout à la même chose, le pétrole dans le monde, il sert essentiellement à la mobilité. Donc le charbon sert essentiellement à l'électricité, le pétrole sert essentiellement à la mobilité, avant toute chose. Après, on a eu le gaz, après on a eu l'hydroélectricité, le nucléaire, et puis dernièrement, on a les nouvelles énergies renouvelables. Alors ramener à l'individu les nouvelles énergies renouvelables, c'est les 3 petits machins du haut, là, dont on vous explique que dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est ça qu'il faut faire pour l'accord de Paris, ça va remplacer tout le reste dans un approvisionnement énergétique croissant, puisqu'il faut bien que la croissance économique ait lieu. Alors, s'il y a quelques courageux dans cette salle, je veux bien prendre les paris avec qui veut, à la sortie de cette salle, que dans les 30 ans qui viennent, nous n'aurons pas 100% ENR, remplaçant tout ça par personne, et même cette quantité en croissance. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont prêts à prendre le pari, je veux bien y aller. Et on n'y arrivera pas pour des raisons physiques. Voilà. Donc un monde 100% ENR, mais j'y reviendrai à la fin de cet exposé, c'est un monde dans lequel notre pouvoir d'achat il est divisé par n'importe quoi entre 5 et 40. Donc on peut très bien le faire, il n'y a strictement aucun problème, hein, je veux dire physiquement on peut le faire. Ça n'est sûrement pas un monde qui correspond à la situation économique actuelle. Alors qui par ailleurs ne va pas durer non plus, donc ça, finalement peut-être qu'on va y arriver quand même. Merci Jean-Marc, il ne nous entend pas, mais quelques rappels, ça va assez vite. Hein? Un homme au travail est capable de développer la puissance d'une ampoule à incandescence. Ça remet les choses à sa place. 1 litre d'essence qui coûte 1,30 € peut développer la puissance de 10 à 100 jours de travail d'un homme. 1,30 €, 10 à 100 jours de travail d'un homme. Un tracteur équivaut à 600 hommes. Un avion a la puissance de 1 million d'hommes. Je vous propose un petit exercice. Imaginez une sphère d'1 mètre de diamètre autour de votre centre de gravité. Voyez ce qui s'y trouve, du sol à la table ou au fauteuil, à la chaise sur laquelle vous êtes assis, et essayez d'imaginer combien de machines ont été nécessaires pour produire ce qui est donc dans cette sphère d'1 mètre autour de vous. Il y a beaucoup d'énergie utilisée pour cela. Dans la deuxième vidéo qui suit, je vous propose rapidement, elle est plus rapide, une vidéo tournée à l'ESSEC, de regarder la répartition des gaz à effet de serre par secteur d'activité. Vous allez comprendre. D'où viennent aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre si je les découpe par activité? Vous avez 20% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui viennent des seules centrales électriques à charbon. Donc l'électricité au charbon, c'est 20%, 1/5 de la totalité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Inversement, les 2 tiers du charbon qu'on extrait sur Terre servent à alimenter une centrale électrique. Donc le charbon, c'est par essence l'énergie de l'électricité. Après, vous avez 6-7% qui viennent des centrales à gaz, très marginalement à pétrole, parce qu'il n'y en a quasiment plus, enfin il y en a très très peu, mais des centrales à gaz. Ensuite, vous avez 6% qui viennent des sols cimenteries. Dans une cimenterie, vous allez chauffer du calcaire, carbonate de calcium, vous allez le casser en deux. L'un des deux bouts, c'est du CO2 qui part dans l'atmosphère. Et en plus, vous avez le CO2 de l'énergie de chauffage. Donc faire du ciment, ça émet plein de CO2. Les émissions directes du reste de l'industrie, donc les chaudières et les hauts fourneaux du reste de l'industrie, c'est 11-12%. Là-dedans, les aciéries, c'est à nouveau 5%. Ce qui veut dire que de faire de l'acier et de faire du ciment, donc de faire des logements et des infrastructures, c'est un gros 10% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. Ensuite, vous avez 6% des émissions qui sont les chaudières de bâtiments. Alors, en France, c'est considérablement plus que ça, c'est plutôt 25%, parce que nous n'avons pas de centrale à charbon, parce que nous n'avons pas d'acier et de ciment au même niveau que la moyenne mondiale, parce que nos infrastructures sont déjà construites, etc. Donc, ce morceau-là, et parce que nous sommes un pays des moyennes latitudes qui se chauffe l'hiver. Mais dans le monde, c'est simplement 6%. Ensuite, les transports, c'est 14-15%, dans lequel vous avez 6 pour les voitures, 4 pour les camions, 2 et 2 pour les avions et les bateaux. Donc retenez par exemple dès à présent que les centrales à charbon dans le monde, c'est un plus gros problème pour le climat que la totalité des moyens de transport dans le monde. Retenez que les seules cimenteries, c'est autant d'émissions que la totalité des camions dans le monde. Et je ne le présente pas sur ce graphique, mais le numérique, c'est aujourd'hui 4% des émissions mondiales, si je mets bout à bout la fabrication des ordinateurs et des éléments de réseau et leur fonctionnement. 4%, ça augmente de 10% par an, c'est un truc totalement non soutenable. C'est-à-dire que dès à présent, le numérique, c'est déjà équivalent à la flotte mondiale de camions en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Manger, c'est 20% des émissions. Là, vous avez essentiellement des gaz qui sont hors CO2, donc là-dedans, vous avez le cheptel bovin, vous avez 1,5 milliard de vaches sur Terre, vous avez les rizières, etc. La déforestation, c'est en gros 10%. L'essentiel de la déforestation dans le monde, c'est abatis-brûlis. Vous coupez la forêt, vous la brûlez et vous faites des cultures à la place, quelles que soient les cultures. Et enfin, il vous reste des poudres de perlimpinpin diverses, telles que la gestion des déchets, le traitement de l'eau, etc. Les fluides frigorigènes, enfin bon, bref. Donc ce que vous voyez dans ce panorama des émissions de gaz à effet de serre, c'est que ces émissions sont très liées à beaucoup de choses qui aujourd'hui sont devenues ordinaires autour de nous, se déplacer, disposer d'électricité, avoir des processus industriels, donc des objets manufacturés, etc. Et manger, évidemment. Et on n'a donc pas affaire à un problème d'environnement qui est un problème individualisable qu'on peut donner à un ingénieur en lui disant « démerde-toi avec ce truc-là et je ne veux pas entendre parler du problème et moi je m'occupe du reste ». C'est un problème qui est intrinsèquement lié à la totalité de ce que nous faisons du soir au matin et du matin au soir. Avec Jean-Marc Jancovici, nous avons pu voir comment se répartissaient les secteurs d'activité avec leur production de gaz à effet de serre. Cette utilisation de ressources a une incidence concrète que nous allons voir avec cette troisième vidéo qui arrive. Donc l'histoire que je vous ai racontée, c'est ça. On a des stocks de pétrole sous terre, c'est gratuit, il y a des stocks de charbon et des stocks de gaz. On a aussi des stocks de minerais, etc. Tout ça est gratuit. Alors, utiliser du pétrole, c'est le brûler, c'est l'oxyder. L'oxyder, c'est une réaction chimique exothermique qui vous fait du CO2, c'est inexorable. Vous ne savez pas oxyder du carbone autrement qu'en faisant du CO2. Et ça ne changera pas d'ici à votre mort. Et ça vous permet de mettre en œuvre des machines qui transforment tout le reste pour faire tous les produits qu'on a sous la main. Cette abondance de produits et cette formidable augmentation de la productivité du travail, parce que la productivité du travail multipliée par 100, c'est pas que chacun d'entre vous est devenu Shiva avec 100 paires de bras et 100 paires de jambes. Sauf erreur de ma part, comme votre code génétique est le même qu'il y a 2 siècles, votre nombre de bras et de jambes est aussi le même qu'il y a 2 siècles. D'accord ? Vous avez, si je sais compter jusqu'à 2 bras et 2 jambes chacun et chacune. Ça ne va pas bouger. Donc la raison pour laquelle nous sommes plus productifs, ce n'est pas qu'on a 100 paires de bras et 100 paires de jambes, c'est qu'on a des machines qui travaillent pour nous. Sauf que le dénominateur est resté le même. Au lieu de mettre homme plus machine, on a laissé au dénominateur homme. Donc effectivement, le produit au numérateur augmente grâce aux machines. Au dénominateur, on garde la même chose, la productivité augmente. C'est juste une affaire conventionnelle. On aurait pu prendre un autre exemple, enfin un autre indicateur, on n'aurait pas vu augmenter. Donc, grâce à cette formidable, entre guillemets, augmentation de la productivité, ce qui veut dire qu'en fait les machines bossent à notre place,
ça nous a libéré plein de contraintes qu'on avait avant. D'abord, on a pu habiter à un endroit qui était loin des ressources, puisqu'on peut les transporter. Donc on peut habiter en ville, par exemple, et continuer à bénéficier des ressources de la campagne. On mange, on s'habille, on a des pierres pour construire, etc. Tout ça ne pose aucun problème, puisque l'énergie s'en charge, les machines s'en chargent pour nous. On a pu libérer du temps pour faire des études à Sciences Po, à l'IX, et des tas de choses absolument indispensables, comme l'intelligence artificielle dans les services bancaires. C'est quand même essentiel, ce genre de truc, ça mérite beaucoup plus d'argent que la lutte contre le changement climatique. Du reste, ça consomme beaucoup plus d'argent que la lutte contre le changement climatique. Si vous demandez aujourd'hui à un chef d'entreprise qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la lutte contre le changement climatique ou le digital, il va vous dire les deux sont également importants. Alors après, vous lui demandez et qu'est-ce qui est le plus important chez vous, le budget informatique ou le budget de la lutte contre le changement climatique? Bon, je connais la réponse. Hein. Vous avez un facteur 1000 entre les deux, voire 10 000. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans les services bancaires, c'est quand même vachement plus important que la lutte contre le changement climatique. Donc la productivité du travail qui augmente permet de libérer des tas de contraintes et libérer du tas de temps libre. Et ce temps libre, puisqu'on ne travaille plus, les machines le font à notre place, ça s'est investi dans 35 heures par semaine, 6 semaines de congés payés, pas de travail le week-end, des études longues et la retraite. Tout ça, c'est l'énergie. Tout ça, c'est l'énergie. Donc les négociations sociales dans un monde en contraction énergétique, bon courage. Ça va être un peu plus sport que les négociations sociales dans un monde d'abondance. Je crois que c'est à Francis Bouic qu'on attribuait cette maxime qui est « en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager ». Je vous le confirme. Quand on n'a que des problèmes de riches, on s'en sort. Donc, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Ça, c'est absolument certain. Et donc en période de croissance, il n'y a pas non plus de mauvais politique. Distribuer du rap de sucette, n'importe quel crétin y arrive, c'est assez facile. Par contre, distribuer un défaut de sucette, ça, je peux vous dire que c'est autrement plus coton. Hein, et malheureusement, c'est le monde qui vous attend. Qui m'attend aussi, du reste. Hein. Je ne suis pas une exception, on est dans la même salle. Alors, cette production croissante, voilà, on lui donne une contrepartie économique qui s'appelle le PIB. Et donc, il y a deux facteurs limitants, au moins, à cette affaire-là, qui sont, un, que vous connaissez très bien, qui est ça provoque un changement climatique, cette affaire-là. Est-ce que ça ne va pas finir par être un peu désagréable, cette expérience ? Et un deuxième facteur limitant dont les journaux français ne parlent quasiment jamais, qui est le facteur limitant à l'amont, à savoir, est-ce que j'ai assez d'énergie qui rentre dans le système pour lui permettre de continuer à croître? Alors pourquoi est-ce que les médias français ne parlent jamais du deuxième problème? Tout simplement parce que pour le premier problème, vous avez de la science en libre accès et des militants qui militent. Or, un journal, il reflète des communiqués de presse. D'accord ? Un journaliste ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais faire une monographie sur les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ». Il reçoit un communiqué de presse de Sciences Po disant « Cocorico, les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ont baissé de 3%, ça prouve bien qu'on se démocratise ». Et là, à ce moment, il va aller regarder ce qui se passe. Mais jamais il va lui venir l'idée, tout seul, de faire ça. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ce que vous voyez dans le journal, je dis bien absolument tout ce que vous voyez dans le journal, vous avez un truc qui en est à l'origine, qui s'appelle une dépêche, et à l'origine de la dépêche, vous avez un communiqué de presse. L'AFP, c'est un système entrant. C'est une gare de triage et un système entrant. Et c'est bien pour ça qu'il y a des services com partout. Si les journalistes savaient tout seuls ce qu'il faut aller regarder, les services com ne serviraient à rien. Ça ne serait pas la peine d'essayer de les orienter dans ce qu'ils vont raconter en leur envoyant des informations, puisqu'ils savent déjà ce dont il faut parler. D'accord ? Et comme le contrôle budgétaire dans les entreprises est un truc bien fait, en général, eh bien, on supprimerait ces gens qui ne servent à rien, puisque ça ne sert absolument pas à faire en sorte que la presse parle de ceci ou de cela. Donc la presse ne parle de quelque chose que parce qu'il y a eu une information entrante. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, du coup, on ne vous parle pas des problèmes sur lesquels il n'y a pas d'information entrante. Or, qui en France s'agite en disant on a peut-être un problème déjà d'approvisionnement énergétique? À peu près personne. Il y a 3 clampins dans mon genre, oui c'est ça, Mathieu Ozado qui travaille avec moi, plus 3 clampins dans mon genre, je peux vous dire qu'on ne pèse rien face aux gens qui s'agitent sur d'autres problèmes. Donc, parce que peser quelque chose, ça veut dire faire l'ouverture du 20h de TF1, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ou de France 2, je ne sais pas, bégueule. Donc, le problème amont sur l'énergie, on ne le voit pas pour 2 raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de porteur d'intérêt, et ensuite parce qu'on est obnubilé par les prix, et donc on pense que la rareté se reflète par le prix. Et je vais vous montrer dans pas longtemps que c'est faux. On peut manquer de quelque chose, et pourtant son prix nominal n'augmente pas. Mais j'y viendrai après.
Alors, je vais commencer par la partie amont, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir de l'énergie ad vitam aeternam? Alors, il se trouve que la réponse est non, c'est assez facile à comprendre. Il faut de 50 à 300 millions d'années pour former des combustibles fossiles. 50 à 400 même millions d'années. Ce qui veut dire qu'aux échelles de temps qui vous intéressent, c'est-à-dire la soirée de la fin de la semaine, non, pardon, c'est-à-dire quelques siècles, eh bien, on peut considérer que le stock de combustibles fossiles qu'il y a sous terre, il est donné une fois pour toutes. D'accord ? On a un héritage, le Mère Nature nous a légué, cet héritage ne change pas. Il vaut une certaine quantité. On ne la connaît pas bien au départ, mais il n'y en a pas plus que ça. À partir du moment où vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, les mathématiques vous interdisent que vous puissiez avoir une production indéfiniment croissante. On est d'accord? Sinon, ça veut dire que le stock est infini. C'est même interdit d'avoir une production indéfiniment constante, parce que sinon, le stock est toujours infini. Tout ce que vous avez le droit d'avoir, c'est une production qui part de 0 à moins l'infini, qui finit à 0 à plus l'infini et qui passe par un maximum entre les deux. C'est un théorème de Match, c'est même encore le démontrer. Alors, ce que je vous dis, ça vaut pour le pétrole, mais ça vaut pour le gaz, ça vaut pour le minerai de cuivre, ça vaut pour le minerai d'aluminium, ça vaut pour le tungstène, le cobalt, le nickel, le zirconium, le lithium, just name it. Ça vaut pour n'importe quelle ressource dont le stock de départ sous terre est disponible en quantité donnée une fois pour toutes. Et donc, pour toutes ces ressources-là, sur lesquelles notre économie est assise, vous aurez quelque chose qui s'appelle le pic. Donc, le pic, ce n'est pas une théorie fumeuse, c'est un théorème de maths. Et les théorèmes, comme vous le savez, sont toujours valables dans leur domaine de validité. Il n'y a pas d'exception, sinon ce n'est pas un théorème. C'est même très facile de démontrer qu'un truc n'est pas vrai en maths, vous le savez, il suffit de montrer qu'il y a un cas de figure où ce n'est pas vrai. Donc un théorème, c'est que c'est toujours vrai, il n'y a pas d'exception, ce n'est pas une fois vrai, une fois faux, toujours vrai. Et là, c'est pareil, aucun rêve que je peux avoir, que vous pouvez avoir, que n'importe qui peut avoir pour l'avenir, ne peut exister s'il doit violer un théorème de maths. C'est juste pas possible. Alors, en ce qui concerne le pétrole, ce pic, on s'en rapproche. En fait, on l'a déjà passé pour une partie du pétrole dans le monde. Et qu'on s'en rapproche, on peut le voir en regardant non pas la production, mais la variation de la production de pétrole sur un siècle et demi. Eh bien, vous voyez que cette variation, le pétrole augmentait de 15% par an il y a un siècle et demi. Il augmentait de 10% par an avec des moyens plus sophistiqués, soit dit en passant, après. Il augmentait de 5% par an il y a quelques dizaines d'années avec des moyens encore plus sophistiqués. Et aujourd'hui, avec le shale oil, il n'augmente plus que un peu plus de 0% par an. Donc en fait, la technique, ce n'est pas un moyen d'augmenter la production plus vite, c'est une réponse au fait qu'on a des contraintes sur ce qui précède. C'est bien comme ça qu'il faut le voir. Le shale gas, c'est un truc qui est connu depuis 2 siècles. Le premier éclairage municipal qu'il y a eu dans le monde au gaz dit de ville a été fait, enfin au gaz naturel, pardon, a été fait avec du shale gas à Fredonia, sur la côte est des États-Unis, il y a 2 siècles. Donc le shale gas, c'est un truc qui est connu depuis très longtemps, et en fait on y revient parce que les autres types de ressources commencent à poser problème. C'est bien dans ce sens-là que ça se passe, et pas dans le sens inverse. L'Agence internationale de l'énergie, alors la presse a totalement passé ça sous silence, totalement, a sorti en décembre 2018 un rapport disant, pour la partie conventionnelle du pétrole, c'est-à-dire ce qui n'est pas shale oil, le pétrole de roche-mère, et ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, tout le reste a passé son pic en 2008. Et depuis, ça décline. Qui en a entendu parler de ce truc-là, à part les lecteurs d'Ozano? Mais bon, je peux vous dire que c'est autrement plus important pour votre avenir qu'une bonne partie des choses dont vous avez entendu parler dans la presse, sinon la quasi-totalité de ce dont vous avez entendu parler dans la presse. Ça veut dire que notre costume d'Ironman, il va commencer à rétrécir. C'est ça que ça veut dire. Personne n'en a parlé. Alors voilà où on est en gros sur l'extraction mondiale de pétrole, sachant que dans le pétrole, il y a aussi le non conventionnel, et donc ça veut dire que les pétroliers que je connais disent depuis longtemps le sommet de la production mondiale de pétrole, tout confondu, y compris avec le shale oil, etc., c'est 2020, plus ou moins 5 ans, et plus ou moins 5 millions de barils jour. Voilà, donc 2020, c'est l'année prochaine. Je dis bien plus ou moins 5 ans. Ça veut dire qu'avant la fin de vos études, vraisemblablement, et très certainement, avant que vous ayez mon âge, ça c'est absolument certain, eh bien, vous verrez l'approvisionnement mondial, sachant que l'européen a déjà commencé à baisser, l'approvisionnement mondial en pétrole se contracter. Et à ce moment-là, vous verrez de la crise de la dette dans tous les sens. Là, c'est sûr que c'est pas besoin de... Et alors, cette quantité de pétrole qu'on extrait du sol est également un très bon indicateur avancé de l'économie. Vous avez, parce que le pétrole, c'est les transports, et qu'il n'y a pas une entité économique qui fonctionne sans transport. Vous avez ici 2 variations
En rouge, vous avez la variation de la quantité de pétrole qui sort du sol. Donc il ne s'agit pas du prix, il s'agit de la quantité. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. Ce que vous voyez, c'est que depuis les chocs pétroliers, où on a appris à être plus efficace sur le pétrole, eh bien, la variation de la production de pétrole dans le monde, c'est l'indicateur avancé qui fonctionne le mieux de la variation du PIB par personne dans le monde. Ça marche extrêmement bien. Je dis bien que c'est un indicateur avancé parce que ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est que... Ça marche ce truc? Je ne sais pas si ça marche ce truc-là. Ouais. C'est que chronologiquement, vous voyez que la variation de la courbe rouge a tendance à légèrement précéder la variation de la courbe bleue. Donc c'est pas le pétrole est un truc qui s'achète, j'ai une croissance qui vient de Mars, j'ai plus d'argent et donc j'achète plus de pétrole. C'est le pétrole est un facteur limitant de la production parce qu'il faut des transports pour produire. Et donc, si j'ai moins ou plus de pétrole, je suis capable de plus ou moins transporter, et donc je suis capable d'avoir une activité transformative, donc économique, plus ou moins importante. Je vais vous le redire encore autrement. Notre système économique étant un système de transformation, l'économiste peut lui coller des euros, mais le physicien peut lui coller des kilowattheures, ça marche aussi bien. Donc la blague que j'ai faite tout à l'heure en disant « vous auriez pu payer vos carottes avec des kilowattheures », oui, vous pourriez parfaitement payer vos carottes avec des kilowattheures. Vous pourriez. Et alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas le prix qu'il faut regarder? Parce qu'il n'y a pas d'élasticité prix-volume. Voilà une élasticité. Regardez bien, c'est une élasticité. Si, c'est une élasticité. Je vous assure, c'est une élasticité. Si, c'est une élasticité. C'est quoi une élasticité? C'est, vous savez, un graphique dans lequel vous mettez le volume d'un côté et le prix de l'autre, et votre prof vous dit, s'il y en a plus, c'est moins cher, et s'il y en a moins, c'est plus cher. Oui, on est d'accord, hein, c'est bien ça que vous avez entendu. Donc, une élasticité, c'est une courbe qui ressemble au trait en pointillé, là. Voilà. Alors là, je vous ai mis sur un siècle, de 1920 à aujourd'hui, la quantité de pétrole disponible sur le marché, c'est en abscisse, et le prix du pétrole par baril, c'est en ordonnée. Est-ce que vous voyez une élasticité? Parce que quiconque me répond oui a besoin d'aller chez Afflelou. Non, pardon, je n'aime pas de... Donc voilà une élasticité. Alors, évidemment, c'est une blague. Il n'y a pas d'élasticité. Et il n'y en a pas, non pas parce que ça me plaît, parce que vous regardez cette courbe et il n'y a pas d'élasticité. L'élasticité de long terme prix-volume sur le pétrole et sur l'énergie en général n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de regarder les prix pour savoir si ça sera rare demain. Ça ne marche pas. Et en fait, alors je n'ai pas le temps de vous faire la théorie aujourd'hui, mais vous pouvez très simplement expliquer, il faut juste 3 minutes et l'heure commence à tourner, vous pouvez très simplement expliquer pourquoi c'est structurellement impossible que vous n'ayez pas d'élasticité, et les deux indicateurs sont les suivants. C'est que pour avoir beaucoup de pétrole, il faut aller chercher des pétroles compliqués, donc ça fait monter le prix du baril, sauf que si vous faites monter le prix du baril, vous découragez la demande, et donc vous avez moins de demande, et donc vous allez chercher moins de pétrole. Donc en fait, un pétrole qui commence à devenir contraint, son prix est oscillant. Il n'est ni haut ni bas, il oscille. Donc la contrainte pétrolière ne va pas rendre le prix haut ou bas, il va le rendre volatile. Et c'est en fait la seule indication que vous pouvez regarder. Vous voyez, pendant longtemps, ça a été constant, c'était cartélisé, puis là, ça commence à faire n'importe quoi, c'est volatile, et ça va devenir volatile. En fait, un économiste qui regarderait ça, il théoriserait ça d'une manière tout à fait différente. Il dirait, il y a deux régimes inélastiques. Il y a un régime dans lequel vous avez un volume qui est indépendant d'un prix qui est fixe, puis un régime dans lequel vous avez un prix qui est indépendant d'un volume qui est fixe, et puis on recommence. Voilà la meilleure approximation qu'il vous trouverait. Vous direz, il y a deux régimes inélastiques orthogonaux. Bon, pas du tout ce que... Alors en Europe, où est-ce qu'on en est sur l'énergie? Vous avez ici la quantité de pétrole disponible en Europe. La quantité de pétrole, c'est à la fois le pétrole qu'on produit nous-mêmes, c'est la mer du Nord, que vous voyez en rose là-dessus, et qui a passé son pic en 2000, et c'est le pétrole qu'on importe, dont vous voyez qu'il est passé par un maximum historique au moment des chocs pétroliers, et un maximum secondaire au moment du pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, c'est-à-dire 2006 en l'occurrence. Et donc la quantité de pétrole qui rentre en Europe a perdu 14% depuis 2006. Qui en avait entendu parler? Qui pense qu'il y a une autre raison au fait que les émissions de CO2 des transports en Europe aient baissé? Est-ce que c'est parce qu'on a des politiques intelligentes? Pas du tout. On a des politiques qui continuent à être parfaitement connes. On vend de plus en plus de SUV, on continue à faire des autoroutes, des aéroports, on va mettre une nouvelle piste à Roissy. Non, on a des politiques qui continuent à être parfaitement connes. Juste, on émet moins de CO2 parce qu'il y a moins de pétrole à cramer. Point barre. Point barre. D'accord? Par contre, ça fait des gens qui commencent à être privés de pétrole. Ça s'appelle les gilets jaunes et ils ne trouvent pas ça drôle. Et comme on n'avait pas vu le coup venir, on n'a rien prévu. Et on n'a pas vu le coup venir tout simplement parce qu'on ne s'est pas intéressé à la question. C'est pas parce que le coup n'était pas prévisible. Nous avons donc vu
avec M. Jancovici que le savoir-faire technologique a permis de réduire énormément de contraintes et de dégager du temps pour des activités nouvelles. Mais cette domestication de l'énergie a un double coût, le changement climatique et la raréfaction des ressources. Nous avons vu, donc a été esquissée cette raréfaction des ressources. Regardons maintenant ce que dit Jean-Marc Jancovici à propos des incidences climatiques. En ce qui concerne le climat, l'essentiel de ce que je vais vous raconter tient dans cette carte. Vous avez ici une représentation des écosystèmes installés en Europe avant le début du changement climatique. Donc on va dire en milieu du XXe siècle. Ce que vous voyez, c'est qu'à ce moment-là, les écosystèmes, si on ne les supprime pas pour faire des tas de trucs futiles comme des champs et des routes et des trucs essentiels comme le campus de l'ESSEC, eh bien, vous avez essentiellement des forêts. Donc ça veut dire que partout en Europe, il pleut suffisamment pour que poussent des grosses espèces végétales qui sont des arbres. Voilà à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans. Alors il y a 20 000 ans, évidemment, l'ESSEC n'existe pas, les hommes sont un peu moins nombreux. Nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Donc il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, le climat a varié spontanément, il n'y a pas que les hommes qui font varier le climat. Nous, on le fait varier très vite, trop vite, mais il varie plus lentement naturellement. Et vous voyez que la géographie européenne ne ressemble à rien de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas d'Erasmus chez les Suédois, donc oubliez l'Akvavit, parce que la Scandinavie est recouverte de 3 km de glace, exactement comme le Canada, tabernacle, soit dit en passant. Comme cette glace a été constituée en prenant l'eau là où elle est disponible, c'est-à-dire dans l'océan, et que le fond de l'océan n'a pas changé parce qu'il est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc vos grands-parents n'auraient pas perdu leurs éconocroques dans Eurotunnel, ce n'était pas la peine de faire Eurotunnel, vous voyez, il n'y a pas de Manche, là, la Manche a disparu. Les Écossais ne nous enquiquinent pas aux 6 nations, les Irlandais toujours, malheureusement, les Écossais non. Il fait beaucoup plus froid, donc beaucoup plus sec, et vous n'avez pas de forêt, quasiment pas de forêt en Europe, tout ce que vous avez c'est de la steppe et de la toundra, et dans ce genre d'écosystème, vous arrivez à faire vivre 100 000 bonshommes en France. Donc la population française de l'époque, c'est un petit arrondissement parisien. Quand la Terre est passée de la dernière ère glaciaire à l'ère pré-industrielle et que les écosystèmes en Europe sont passés de ça à ça, manifestement, la température s'est réchauffée. Eh bien, le réchauffement planétaire qui correspond à cette transition, c'est 5 degrés en 10 000 ans. Avant de détailler très rapidement les conséquences du changement climatique, retenez juste cette phrase de conclusion. 5 degrés en un siècle, c'est la guerre partout. C'est très exactement ça, 5 degrés en un siècle, c'est la guerre partout. C'est-à-dire que la déstabilisation des conditions environnementales ira à une vitesse telle, au surplus dans un monde qui, sur la deuxième partie du siècle, commencera à être en contraction énergétique, subie, c'est-à-dire en défaut de moyens de réaction face à l'adversité, c'est absolument évident que la façon dont le système va réagir, c'est en créant des conflits et des tensions absolument partout. Quelques exemples. Ici, vous avez le nombre de jours qui seront létaux, c'est-à-dire qu'il sera physiquement impossible de survivre en 2100 avec une élévation de température qui serait de 4 degrés. La raison pour laquelle c'est concentré près de l'équateur, c'est qu'il fera tellement chaud dans ces endroits-là, avec une humidité tellement importante, que vous ne pourrez plus transpirer pour évacuer votre chaleur, et donc vous mourrez d'hyperthermie. Trop chaud. D'accord ? Eh bien, vous voyez qu'il y a des endroits dans lesquels vous aurez ça quasiment toute l'année, là, 350 jours par an. Ça, c'est un graphique qui vient du dernier rapport du GIEC qui s'appelle « Changement climatique et terre » et qui vous dit qu'à partir de 3 degrés d'élévation de température, il y a une insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Or, l'insécurité alimentaire généralisée, c'est la violence généralisée. C'est une constante dans l'histoire des hommes. Le Groenland a commencé à fondre et l'Antarctique de l'Ouest est en risque de déstabilisation. Si on dépasse la trajectoire des 2 degrés, l'Antarctique de l'Ouest finira probablement par se désagréger. Ça plus ça va être 9 mètres d'eau en plus dans l'océan en l'espace de quelques siècles. Alors c'est quelques siècles, mais le doigt sur la gâchette, c'est tout de suite. Voilà, je ne vous détaille pas les conclusions. Je vais juste finir avec le dilemme du coup qui s'offre à nous. Ici, vous avez une deuxième droite importante qui vous donne la réponse en température du système climatique en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on mettra dans l'atmosphère entre l'ère pré-industrielle et 2100.
À fin 2018, on avait mis dans l'atmosphère 2200 milliards de tonnes de CO2, ce qui nous garantit une élévation de température de 1,5 degré. Donc en fait, les 1,5 degrés dont on parle parfois dans les engagements politiques, dans les discours d'entreprise, etc., en disant on va faire ce qu'il faut pour qu'eux, en fait, on ne peut plus rien faire pour ça, c'est terminé. D'accord ? Ils sont déjà perdus. Si on veut les 2 degrés, il faut qu'on limite les émissions cumulées d'ici à 2100 à 3000 milliards de tonnes de CO2, dont 2200 ont déjà été émises. 2250 pour être précis. Ce qui veut dire que d'ici à 2100, on a encore le droit d'émettre le tiers de ce qu'on a déjà émis dans le passé, pas plus, alors qu'on va être en moyenne 3 fois plus nombreux sur Terre. Donc ça veut dire que l'empreinte carbone de chaque personne dans cette salle doit être le 10e de celle de vos grands-parents, sur l'ensemble de votre durée de vie. C'est ça, les 2 degrés. Ça veut dire également que d'ici à 2050, il faut diviser les émissions planétaires par 3, ce qui est une autre manière de dire qu'elles doivent baisser de 4% par an. Donc tout business plan qui n'est pas compatible avec une baisse de 4% par an des émissions planétaires n'est pas recevable au titre de la préservation du climat. Et je peux vous dire que c'est à peu près n'importe quel business plan que vous ferez. À peu près n'importe lequel. Donc la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, nous avons à naviguer entre 2 risques. Il y a un homme qui s'appelle Mark Carney qui a publié ça, qui a parlé de ces risques il y a maintenant 3 ans, juste avant la COP21. Ou bien on ne se soucie pas à court terme de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre en disant « tant qu'on peut, on en profite ». Et à ce moment, nous aurons de façon irrémédiable, à cause de l'inertie du système, et on ne peut plus l'éviter, des risques physiques qui risquent de porter atteinte à l'espérance de vie d'une large partie de la population sur Terre. Ou alors, on se serre très très vite la ceinture en disant on va comme ça éviter les risques majeurs en ce qui concerne le climat, et à ce moment, en gros, on provoque une récession mondiale de grande ampleur. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est pas fromage et dessert, malheureusement. Voilà, nous sommes au bout de ce parcours avec Jean-Marc Jancovici, qui explique bien que le changement climatique va avoir des impacts sur la stabilité du monde. Alors, pas immédiatement, ça ne va pas être demain, ça va être dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais ça veut dire que les questions qui se posent maintenant, elles vont avoir une incidence sur la vie de vos enfants, voire vos petits-enfants, et après. Soit, dès maintenant, nous diminuons la production de carbone au prix d'une récession économique, soit les changements climatiques vont nous obliger à diminuer notre production de carbone. Avez-vous déjà entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat? Ça a été une initiative prise par le président Macron suite à la crise des Gilets jaunes. On a pris 150 personnes d'un panel représentatif de la population française, donc pas du tout des spécialistes sur le climat, et ayant été formés, on leur a demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à limiter de 40% les gaz à effet de serre sur la décennie qui vient. Et donc ils ont proposé 150 résolutions que je nous invite à connaître. Des gens, des monsieur et madame tout le monde, qui sont interviewés ou formés et après invités à faire des propositions, arrivent à 150 propositions. Je vous invite à prendre du temps. Pour tout seul, ça peut être un peu austère, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais peut-être avec 2 ou 3, réfléchir, regarder sur ce qui est indiqué comme proposition. Vous avez un site, le logo là s'affiche sur l'écran, allez le voir. Allez le voir parce que il y a des décisions qui vont dépendre du gouvernement, mais il y en a que déjà nous pouvons mettre en œuvre à notre échelle. Peut-être avez-vous entendu parler des collapsologues. Ce sont des gens qui vont, pour alerter l'opinion, insister sur le côté dramatique des changements climatiques à venir. C'est sûr que des jours sombres s'annoncent, mais comme chrétiens, le Père Carré disait que nous devons être des professionnels de l'espérance.
sommes-nous des professionnels de l'espérance? Croyons-nous que dans les moments que nous vivons, Dieu est avec nous? Attendons-nous un salut tout cuit qui tomberait du ciel et qui nous éviterait d'avoir les mains dans le cambouis, qui nous éviterait d'avoir à changer quelque chose dans nos manières de vivre, à faire ce qu'on appelle cette sobriété heureuse? Le pape François s'adressait aux jeunes, mais sa parole s'adressait à ceux qui étaient jeunes aussi depuis plus longtemps, en les invitant à sortir de leur canapé et à se mettre en route. Je voudrais vous lire un petit extrait donc, de cette encyclique, toujours le chapitre 6, au numéro 225. Beaucoup de personnes font l'expérience d'un profond déséquilibre qui les pousse à faire les choses à toute vitesse pour se sentir occupés, dans une hâte constante qui, à son tour, les amène à renverser tout ce qu'il y a autour d'eux. Cela a un impact sur la manière dont on traite l'environnement. Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ceux qui nous entourent, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. Après avoir vu avec M. Jancovici quelque chose de plus technique, je voudrais vous proposer une autre figure, Saint François. Saint François d'Assise, vous savez, qui écrit son Cantique des créatures alors qu'il est à la fin de sa vie. Ça fait 50 jours qu'il est alité, il est aveugle et il sent sa mort venir. Et alors que son corps ne va pas bien du tout, il arrive à rejoindre la fine pointe de son âme et qui, malgré cette désolation extérieure, reste capable de voir la main de Dieu à l'œuvre dans la création. Il y a quelque chose de ce sursaut que chacun d'entre nous devons cultiver. Si la figure de Saint François ne vous parle pas beaucoup, on peut en prendre d'autres. Souvenez-vous de cette haute fenêtre intérieure qu'a réussi à ouvrir le père Maximilien Kolb quand il était dans son bunker de la faim avec les autres. Au lieu de hurler comme des animaux, il chantait, il priait le Seigneur et il s'en remettait à lui. Plus proche encore, allez voir une Anne-Dauphine Julian qui s'efforce, dit-elle à sa fille, de rajouter de la vie au jour de sa fille, parce que sa vie n'aura pas beaucoup de jours. Ou qui s'efforce de ne pas faire peser sur aujourd'hui les questions de demain. Troisième figure, que vous connaissez sans doute, Madeleine Delbrel, avec son bal de l'obéissance. Je vous invite à le relire. Comment vivre avec les contraintes et rester joyeux, parce que la vie est belle. C'est ce que dit aussi Étil Soum dans son camp de concentration. La vie est belle. La vie est belle. Et oui, notre monde est en souffrance, mais la vie reste une bénédiction. Ne le perdons pas. C'est un trésor qui nous est confié, et rappelons-le à tous ceux qui nous entourent. Saurons-nous nous montrer dignes du don que le Seigneur fait à chacun d'entre nous? Ce monde prêt à nous entourer de ses soins, pourvu que nous renoncions à lui faire violence. Il me semble que la question devient de plus en plus précise et pressante. Je voudrais terminer en évoquant cette béatitude « Heureux les artisans de paix ». Le bienheureux Giorgio Frassati disait « Celui qui a la paix a tout ». Cette paix, elle est promise à chacun, à chacune. Commençons par la cultiver intérieurement pour aider nos proches à grandir dans cette paix à laquelle nous sommes appelés. Merci, au revoir.